Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission La Guinée qui bouge. Comme vous le savez, du jeudi 9 au samedi 11 décembre 2021 se tiendront à Conakry les journées de la formation professionnelle et de l'emploi en République de Guinée sur initiative bien sûr du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'initiative, selon les organisateurs, vise justement à redynamiser l'enseignement technique dans un esprit d'ensemble. Au même moment, vous le savez également, le pays reste confronté à un déficit de formation professionnelle et à un faible financement lié à ce secteur. Pour en parler, et particulièrement des journées de la formation professionnelle et de l'emploi, je reçois pour vous sur ce plateau Alpha Bakar Bari. C'est le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je suis très heureux d'être sur ce plateau. Il y a un peu plus d'un mois, vous avez reçu la confiance des nouvelles autorités du pays pour diriger cet important département. Aujourd'hui, vous êtes sur un nouveau champ de bataille. C'est bien sûr l'organisation de ces journées autour de la formation professionnelle et de l'emploi. Qu'est-ce que vous visez derrière tout ça ? Vous l'avez dit, cela découle d'un processus qui a commencé le jour où le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya, a bien voulu me confier la tâche non moins difficile de reformer le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'en est suivi une série de rencontres et des visites de terrain, des discussions, des échanges avec toutes les parties prenantes de la question. Et il en est ressorti que d'abord l'enseignement technique et la formation professionnelle souffrent de l'ombrage que lui fait déjà le grand secteur de l'éducation. Il est noyé dans le grand secteur de l'éducation. Ensuite, pour une deuxième raison, c'est que la question de la formation professionnelle a été injustement reléguée au second plan. Et ceux qui ont opté pour ces filières, pour ces enseignements et pour cette orientation, on a voulu faire croire depuis un certain temps que c'est ceux qui auront échoué dans le supérieur qui devraient s'orienter vers la formation professionnelle. C'est un secteur également qui souffre de beaucoup de défis liés aux infrastructures, au vieillissement de son personnel et à la vétusté de ses programmes d'enseignement. C'est ces informations-là qu'on a voulu mettre à la disposition du public. Pour nous, le public, c'est déjà toutes les parties prenantes, y compris le gouvernement actuel, les partenaires techniques et financiers, les parents d'élèves, oui, les enseignants eux-mêmes, pour justement sonner l'alarme et attirer l'attention sur ce secteur qui est en train d'être sinistré. Et vous l'avez dit, tout d'abord, dans vos visites, vous êtes allé voir les installations de ces infrastructures où on forme donc ces personnes qui se dirigent vers l'enseignement professionnel. Premier constat, c'est le vieillissement des infrastructures et aussi du personnel. En organisant ces journées autour de la formation professionnelle, tout d'abord, vous n'avez pas l'impression que vous héritez d'une situation difficile. Il y a depuis des décennies maintenant, la Guinée, vous l'aviez dit également, c'est d'abord l'enseignement supérieur. Ceux qui échouent viennent là. Et quels sont les moyens que vous avez pour pouvoir résoudre ces problèmes à partir de ces journées ? Il n'y a pas plus de moyens que ne peuvent donner un gouvernement de transition comme celui-là. Les moyens ne sont pas extraordinaires, malheureusement. La première démarche, c'est d'abord de constater et dire en toute vérité aux Guinéens ce qui existe dans ce domaine-là, dans le domaine de la formation professionnelle. Je pense que c'est la première chose qu'il faut faire. Et c'est un débat de vérité donc. Et pendant ces journées, c'est un débat de vérité qu'on aura. Donc les premières journées seront consacrées essentiellement à faire le diagnostic, à le poser de façon objective et véridique. De dire aux Guinéens que c'est un secteur dans lequel, si on ne fait rien, on n'aura ni main-d'œuvre pour les prochaines années, mais on ne pourra même plus construire nos pays. On va être envahi par de la main-d'œuvre étrangère. Je ne suis pas en train de faire de la xénophobie, je suis en train de dire que si nous ne préparons pas nos enfants
aux emplois de demain. Ces emplois seront une... occupés parce que nous sommes dans un ensemble ouest-africain où nous avons signé des traités de réciprocité. Et sauf que c'est une réalité également. C'est une réalité crue. C'est aussi ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans les zones minières, notamment Bokeh. On a vu également en forêt où la main-d'œuvre locale n'était pas à même de pouvoir répondre aux besoins de ces entreprises installées. Et ça fait des frictions, beaucoup de grèves également. C'est ce qui exacerbe effectivement l'impréparation et la non-qualification des jeunes à occuper des postes dans le domaine des mines, mais aussi il y a le domaine inexploré de l'agriculture, des technologies de l'information et de la communication, des services, etc. Ouais. Donc, les défis sont liés à ces limites que nous constatons à ce niveau et cela augmente la crise de l'emploi. Vous savez qu'une jeunesse sans emploi est une jeunesse à risque. C'est une jeunesse à la fois, comme disait quelqu'un, c'est une bombe à retardement. Et donc, il faut tout de suite penser à reformer ce secteur pour pouvoir qualifier nos jeunes et les préparer à occuper les emplois qui se créeront demain. Nous sommes dans une courbe ascendante qui est en train de mettre en lumière les potentialités que nous avons dans le domaine minier, mais aussi très, très rapidement, nous verrons ce que nous avons aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture. Nous avons 12 millions d'habitants, mais nous sommes dans une courbe aussi au niveau de la démographie qui est en train d'exploser. Nous avons nos villes qui sont envahies. Nous avons une crise du logement. Nous sommes amenés à engager des réformes profondes dans nos infrastructures. Tout ceci demande une main-d'œuvre qualifiée. Et nos jeunes ne sont pas préparés à cela. C'est pour cela que vous voyez que les Chinois font du coffrage, ils font du ferraillage. On importe des directeurs d'hôtels, on importe même des serveurs dans nos hôtels. Vous avez du mal à trouver une nounou, vous avez du mal à trouver un kiné, vous avez du mal à trouver un chauffeur qualifié, vous avez du mal à trouver un maçon qui peut poser un mur droit. Vous avez du mal à trouver un menuisier, bref, vous avez du mal à trouver un ouvrier qualifié. Ce qui fait cela, c'est que depuis plus de 20 ans, on n'a pas investi dans la formation professionnelle. Dans la formation et surtout dans le contenu de formation. Depuis une dizaine d'années, on fait un effort considérable dans les infrastructures et on oublie le fondamental qu'est la réforme de l'offre de formation elle-même. On se retrouve dans un système hybride où on a les écoles de proximité qui ne sont pas prises en compte dans le plan de développement infrastructurel. On a créé, on a construit, on a investi, ce qui est très bien d'ailleurs, que je salue, dans de grandes écoles qui n'ont pas de contenu ou qui ne sont pas connectées à la dynamique nationale de création et de qualification, surtout de qualification de notre main-d'œuvre. Alors, pendant ces journées, pour revenir aux journées du 9, 10 et 11, pendant ces journées, nous allons donc faire un constat, poser le diagnostic. C'est une sorte d'assise. Et c'est un diagnostic participatif surtout, une sorte de catharsis dans laquelle les enseignants eux-mêmes, les acteurs du système, ceux qui sont là-dedans, qui travaillent là-dedans depuis une trentaine d'années, vont dire leurs problèmes. Je pense que c'est un exercice inédit. Ensuite, les partenaires techniques et financiers vont découvrir l'ampleur du mal et ensemble avec le gouvernement, sous le leadership du gouvernement surtout, esquisser un plan d'action qui va d'abord commencer par avoir des documents de référence. Donc une stratégie nationale sur l'emploi, une stratégie nationale sur la formation professionnelle, une stratégie nationale sectorielle sur les questions d'emploi dans le domaine de l'agriculture et de l'économie rurale, par exemple. Ça, ce sont des documents qui devraient sortir de la planification que nous allons avoir pendant cette période de transition. Ensuite, un plan d'action qui va découler de tout ceci, où nous allons mettre en place un chronogramme de mise en œuvre d'un certain nombre d'activités qui peuvent aujourd'hui montrer que c'est une voie démontrée, prouvée, que c'est une voie que devrait embrasser toute la Guinée. Formée au post-brevet, post-bac, formée selon l'approche APC, donc apprentissage par compétence, formée, employée ou placée avant de former, donc formée à la carte. Identifier des métiers qui sont des métiers à fort potentiel de main-d'œuvre et massifier l'investissement dans ce domaine-là, cela va à suivre. Cela va permettre de mettre nos compatriotes, surtout les plus jeunes, dans une dynamique productive. Donc ça va les mettre dans un processus où ils vont occuper du travail, ils vont
assurer un revenu mensuel et ils seront dans une, comme je dis, dans une dynamique productive et vertueuse. Monsieur le ministre, ce que vous êtes en train de dire, c'est très beau. Disons que c'est un discours qui peut plaire. Mais la question aujourd'hui est comment est-ce que vous pouvez convaincre ces jeunes, par exemple, qui ont échoué 2-3 fois au bac ou au brevet, ou même qui n'ont pas du tout échoué, comment vous pouvez aujourd'hui les convaincre de revenir à l'enseignement professionnel, à l'état actuel, où les parents, d'abord, se disent leur fierté, c'est d'abord que l'enfant ou le jeune puisse finir ses études, aller à l'université. Et nous savons la problématique aussi de l'emploi lorsque nous finissons l'université. So what? Qu'est-ce qui peut se passer sur le terrain pour convaincre ces jeunes? Il faut d'abord rendre la chose attractive. Il faut montrer, il faut démontrer, il faut prouver aux usagers, donc à ces jeunes-là, qu'en embrassant une carrière de carreleur, ils peuvent gagner de l'argent. Ils peuvent des fois gagner même beaucoup plus qu'un journaliste, beaucoup plus qu'un ministre. On connaît le salaire d'un ministre. Ils peuvent gagner beaucoup plus qu'un directeur. Ils peuvent être de la classe moyenne et assurer le minimum qu'un jeune peut demander dans une société. Être reconnu, participer. Être reconnu et participer, c'est aussi payer des taxes. Ça va élargir la base de la taxation au niveau national et ça va donner du pouvoir à nos États, qui sont si fragiles et dépendants du financement international. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que si vous démontrez qu'un jeune qui embrasse la carrière d'agriculteur peut se retrouver avec un revenu X ou Y qui est supérieur ou égal à celui d'un ingénieur, par exemple. Je dis des exemples comme ceci. Si vous le démontrez, vous amenez beaucoup plus de jeunes à embrasser cette carrière. Parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce que le jeune attend? C'est une activité qui lui donne un revenu mensuel. Un salaire. C'est une activité qui lui permet de vivre dignement, de rester dans un processus productif. C'est ce que je dis, dans un processus vertueux. Et si vous lui démontrez qu'il peut le faire en étant un maçon, en étant un soudeur, en étant je sais pas moi, un menuisier, croyez-moi, beaucoup de jeunes vont venir à ces métiers, ils vont venir avec beaucoup de fierté, ils vont venir avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un exercice qui n'a pas été fait. D'abord, les jeunes, quand ils dépassent le brevet, après le brevet, ils n'ont pas d'option que de faire du bac, donc de faire des examens. Alors qu'on peut leur donner l'option. Et refaire. Oui, d'être dans un processus d'évaluation permanente. Et ce processus-là n'est pas forcément ce que le jeune veut à un certain moment. Il veut peut-être avoir une option qui lui permet de sortir de ce processus stressant qu'est le bac, d'être un maçon. Peut-être qu'il a des aptitudes qui ne sont pas prises en compte dans notre système d'évaluation. Je parle du bac, je parle du brevet, je parle de l'examen de passage en 7e. Comme on dit au Ghana, quelqu'un qui est handy, quelqu'un qui a une main... une main d'œuvre, c'est-à-dire... Oui, quelqu'un qui... Exact, non, mais qui est surtout adroit, qui a un talent. Il n'y a pas un moyen de l'évaluer que de le mettre à la tâche. C'est pour cela que le slogan même de ces journées, c'est de valoriser les métiers professionnels, les métiers techniques. Les valoriser, de les rendre visibles, de les ramener à côté de ceux qui les pratiquent et de faire d'eux des champions de notre économie, de les reconnaître à leur juste valeur. Et quand on a fait ça, on a jeté la lumière sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. On a réussi une partie du pari que l'on s'est fixé, qui est de remettre et de réveiller l'option professionnelle, l'option technique dans notre système d'enseignement. Il y a des passerelles. Quand vous avez fait un BTS, vous pouvez faire une licence. Quand vous avez fait une licence, vous pouvez faire une maîtrise, vous pouvez aller jusqu'au doctorat en passant par la filière technique et professionnelle. Ce n'est pas ça qui va vous empêcher d'être le docteur que vous avez envie d'être. Mais cela est un raccourci pour avoir un emploi rapidement et rester à flot et continuer votre combat. Même financer ses études si vous avez envie de faire des études supérieures. Tout à fait. En revenant donc à ces journées sur l'enseignement professionnel et l'emploi, on avait regardé dans le programme, c'est aussi des séances où vous avez ceux qui cherchent disons, de la main-d'œuvre qui viennent exposer leurs besoins. Est-ce qu'en passant par cette méthode, ce n'est pas une façon aussi de revaloriser le contenu local? Oui, on a trouvé que ce n'est pas
impertinent de demander au secteur privé, Oui. dans tous les domaines, de venir nous dire ce qu'ils veulent comme profil Les besoins. d'ouvriers. C'est Ouais. quoi leurs besoins? Dans les 10 prochaines années, quel type d'ouvriers ils voudront embaucher? Quels sont leurs projets? C'est quoi les filières dans lesquelles ils vont investir le plus? Alors, quand cela est dit, moi, je suis un opérateur de formation dans le gouvernement. Moi, ce que je peux mettre en place, c'est une ingénierie de formation qui peut permettre de combler ce gap avec des Guinéens et de plus en plus de faire un transfert de compétences et un transfert de technologie. Cela permet à de plus en plus de Guinéens d'occuper des postes de responsabilité, d'occuper les emplois disponibles et d'accompagner donc le processus de développement minier. Cela a plus d'impact. Et pour revenir à la question du contenu local, Oui. le contenu local n'a de sens que si au niveau local, vous avez les compétences pour absorber ces investissements dans Absolument. le contenu local. Absolument. Il faut être préparé à cela. Et si on n'est pas préparé à cela, on va être confronté à ces conflits itératifs qui sont dans les zones minières et qui, aujourd'hui, si vous les expliquez d'un point de vue sociologique, vous trouvez leur explication logique. Des gens qui ont évolué dans des secteurs et dans des régions qui ne peuvent pas occuper des postes. Et au nom de cela, au nom de l'inqualification, on dit qu'ils ne sont pas aptes à occuper ces postes-là, alors que ces activités minières sont sur le sol de leur arrière. Même si la loi sur les mines en Guinée oblige les revenus miniers, enfin la collecte des revenus Il y a eu et puis déjà la assez répartition d'efforts pour nationale. faire en sorte que les communautés puissent avoir leur compte derrière Exactement. tout ça. Il y a beaucoup de taxes, par exemple, qui ont été initiées par le gouvernement pour permettre donc à ces communautés, c'est vrai, mais effectivement, la problématique de l'employabilité locale est on va dire, c'est un problème qu'il faille résoudre. Au bout de 3 jours d'échange, qu'est-ce que vous attendez des différents participants? Déjà, donc, poser le diagnostic et savoir ce que nos partenaires du secteur privé veulent. Ensuite, la troisième journée, c'est la journée des partenariats. Ouais. La journée des partenariats, c'est la journée. Nous avons voulu que le secteur privé s'implique dans la gestion des institutions d'enseignement technique et professionnel, des établissements. S'impliquer, ça veut dire que dans les conseils d'établissement de ces écoles-là, nous allons recevoir des gens, des acteurs du secteur privé, mais aussi de la société civile, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes, pour participer, pour avoir une approche participative. Et donc, vous allez assister à plusieurs signatures de conventions où des entreprises font à la fois l'offre de participer à la gestion, mais offrent aussi des possibilités à ces jeunes sortant de ces écoles-là d'avoir des contrats d'alternance, des stages, de l'apprentissage en leur sein. Nous allons faire de l'aiguillonnage, nous allons faire en sorte qu'il y ait du profilage, que des entreprises qui sont dans le BTP puissent parrainer des écoles qui sont dans les BTP, que des entreprises qui sont dans la minoterie puissent parrainer des entreprises qui sont dans la boulangerie, par exemple, Oui. des écoles qui sont dans la boulangerie, par exemple, Oui. etc., etc. L'objectif de la troisième journée, c'est justement d'avoir des résultats concrets, des engagements du secteur privé, mais aussi des engagements des partenaires techniques et financiers sur un certain nombre de projets que nous avons développés au sein du ministère et que nous allons dérouler tout le long de l'année 2022. Monsieur le ministre, on est pratiquement à la fin de cet entretien, mais vous me permettrez de revenir sur cette question. Aujourd'hui, la réalité aussi, une richesse que nous avons, c'est bien sûr le secteur agricole, qui ne nous demande pas assez d'efforts. Disons-le ainsi, on a de la terre qui est riche, beaucoup de terres d'ailleurs que nous pouvons exploiter, malheureusement qui ne sont pas exploitées à bon escient. La main-d'œuvre existe déjà. Est-ce que du point de vue de la formation professionnelle, vous y avez pensé pour créer de l'emploi? Si les mines peuvent véritablement donner des mannes financières, la ressource naturelle existe. Est-ce que quelque chose est prévu dans ce volet? Dans votre question, il y a beaucoup de choses contestables. Allez-y. La première chose, il n'y a pas de main-d'œuvre agricole dans ce pays. Tous ceux qui sont dans le secteur agricole vous le diront. Vous ne trouverez pas beaucoup de gens qui sont capables de vous donner le parcours technique du maïs, du début jusqu'à la fin, du riz, beaucoup de choses. Vous ne trouvez pas d'ouvriers agricoles qualifiés. Nos écoles, nous en avons 4 au niveau de l'enseignement technique. Pourtant, les écoles nationales d'agriculture et d'élevage ne forment pas
à des ouvriers capables demain d'être employés dans un champ ou dans une exploitation agricole. C'est ça la réalité. Et je vous ai promis. C'est pas paradoxal avec le nombre d'ingénieurs agronomes que nous avons. C'est encore beaucoup plus paradoxal de la richesse et du potentiel qui se trouve dans notre agriculture. Oui. La deuxième chose qui n'est pas exacte dans la question, oui. c'est qu'il n'y a pas de financement dans l'agriculture. Mais ça, c'est un autre débat. Le financement de l'agriculture est extrêmement faible, surtout le financement privé pour des activités privées. Et la troisième et dernière chose, c'est que avec les conditions climatiques, avec les changements climatiques, on ne peut pas s'enorgueillir pendant longtemps d'avoir une terre extrêmement fertile. Ça, c'est des choses qui changent très rapidement. Par contre, ce qu'on peut changer, on peut changer le parcours de formation à l'intérieur de nos écoles d'agriculture et d'élevage. On peut rendre ce secteur beaucoup plus attractif qu'il ne l'est en ce moment. On peut lui donner du sens. On peut sortir de nos écoles des gens qui font de l'activité d'apiculture, il n'y en a pas, plus moderne. On peut former des jeunes qui font de la pisciculture dans ces écoles. On peut former des jeunes qui sont spécialistes d'une filière, mangue, ananas, je ne sais pas, du riz, Parce que là, du également, maïs. on n'est pas en train de parler de l'inadéquation de la formation. Non, on parle d'autre chose. Il y a de l'emploi. Il y a un secteur complètement vierge. Il n'y a personne pour l'occuper parce qu'il n'y a pas de qualification. Donc, il faut repenser la formation à l'agriculture qui est faite aujourd'hui dans nos écoles. On va aller plus loin dans le cadre de notre mission dans ce ministère. C'est qu'on veut transformer ces écoles en incubateurs agricoles. C'est quoi un incubateur agricole? Quand vous avez appris à un enfant à faire de l'apiculture, allez-vous le lâcher en espérant qu'il va trouver de l'emploi ailleurs? Si l'emploi n'existe pas, vous le mettez à l'œuvre, vous lui donnez un kit qui lui permette aujourd'hui de savoir non seulement exploiter une ferme apicole, une ferme qui lui permette de rapporter ça, mais vous lui donnez les aptitudes à gérer une entreprise, à prospecter, à développer donc son entreprise, et vous lui donnez ce qu'on appelle une subvention de démarrage. Une subvention de démarrage, un petit montant, qui va lui permettre, quand il sort de l'école, il a son diplôme, il est tout content, de partir dans son village et d'installer sa ferme apicole, avec un peu d'argent, d'employer 2 ou 3 autres personnes et de continuer à exploiter sa ferme, de faire de l'argent et donc de ne pas attendre à être inséré dans une entreprise ou à chercher de l'emploi. Vous créez tout de suite un entrepreneur. Qu'est-ce que je dis? Un agripreneur. Vous créez quelqu'un qui peut à la fois se créer son propre emploi, mais aussi attirer 2 autres personnes et pourquoi pas, puisque nous parlons de technique et de technologie, quand vous l'infusez au niveau d'une des écoles d'administration, d'agriculture et d'élevage, attendez-vous à ce que cette technique et cette technologie soient diffusées dans la communauté. Donc, c'est un centre aussi qui va, c'est pour ça qu'on l'appelle un incubateur, qui va accueillir les bonnes pratiques qui se font dans le monde et qui va permettre de les diffuser dans la société et dans l'environnement. Ça, c'est l'ambition que l'on a pour les écoles d'agriculture et d'élevage. Mais d'autres ambitions aussi, on les a pour d'autres secteurs. Aujourd'hui, si vous voyez l'ensemble de l'offre de formation nationale, ne prend pas en compte les potentialités du digital. Nous voulons aujourd'hui que dans la formation professionnelle, que ce soit en maçonnerie... Ce secteur également peut être pourvoyeur d'emploi? Il peut à la fois être un pourvoyeur d'emploi comme spécialité, mais il peut aussi permettre, quand il est introduit dans l'enseignement professionnel, dans l'enseignement technique et la formation professionnelle, permettre d'apprendre mieux. Un maçon, quand il a fini de faire sa pratique, quand il a fini de suivre son cours théorique, a besoin d'un autre support qu'on appelle les tutoriels. Parce que d'autres personnes dans le monde ont déjà réalisé des choses qui se trouvent sur Internet. Si vous lui mettez ça à disposition, donc vous réduisez le gap numérique en lui mettant à disposition. Qu'est-ce que je raconte même? Tous nos jeunes aujourd'hui ont des smartphones. Donc il y a une approche dans le digital qu'on appelle « bring your own device ». Ramenez votre propre device. Et sur ce device, vous mettez le contenu de formation dont il a besoin. De la même manière, le temps qu'il occupe à faire Facebook... il peut s'auto-former lui-même à partir de son téléphone. J'ai fait de la menuiserie tout seul, du bricolage tout seul en regardant des tutoriels sur YouTube. Je ne suis pas le plus handy qui peut exister, je ne suis pas le plus intelligent. Donc nos jeunes qui sont si intelligents dans nos écoles, s'ils ont accès à ces ressources, ils peuvent mieux faire, peuvent mieux se développer. C'est ça la réalité, c'est ce qu'on veut changer et c'est ça nos ambitions pour l'enseignement technique et la formation professionnelle.
Mais voilà qui est super bien présenté. Nous espérons que ces 3 jours d'échange vont pouvoir permettre donc de baliser le chemin que vous ambitionnez pour la formation professionnelle et l'emploi. Nous, on peut se dire déjà que ça va être une réussite puisque nous serons de la partie pour vivre ces 3 jours avec le ministère. C'est aussi une tradition dans cette émission, à l'instant précis. Il y a des jeunes qui vous regardent, qui vous considèrent, si je vous ôte pour un instant le chapeau de ministre, qui vous considèrent également comme un modèle de réussite. Quel serait votre message avant de boucler cette émission? Faire leur devoir de maison, ça ne veut pas dire faire des exercices qu'on leur donne à l'école, mais c'est déjà faire un effort sur soi-même, Oui. de rester et d'embrasser un certain nombre de principes. Ne pas tricher, ne pas aller dans la facilité parce que la facilité n'est pas durable. D'apprendre d'abord avant de demander. Ensuite, quand vous aurez la chance, ou quand vous avez la chance, vous aurez, les anglophones disent « chance meet you ready ». La chance doit vous trouver prêt. Oui. Prêt à la transformer en opportunité et à cette opportunité en réussite. Il faut d'abord faire ses devoirs de maison, il faut apprendre, il faut travailler dur, il ne faut pas tricher et tout viendra après. Tout le monde, il n'y a pas personne qui est prédisposé à réussir. On travaille dur et on réussit. Tout le monde donc peut réussir. Tout le monde peut réussir. Voilà, ce sont les mots du ministre. Moi, je rappelle que nous étions dans le cadre de cette émission, La Guinée qui bouge, qui permet donc à chaque émission de pouvoir vous faire découvrir des personnalités à l'œuvre avec leur initiative pour que le pays bouge, pour que la Guinée bouge avec ses réussites, mais pourquoi pas des échecs qui peuvent bien sûr permettre à d'autres de se dire « Allez, on va rebondir sur de belles choses ». Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Quant à moi, ça sera un plaisir de vous retrouver très prochainement avec une nouvelle émission spéciale sur les initiatives qui font bouger le pays. À très vite.